Bienvenue. Juste en 2 mots, je me présente. Richard Dery, je suis responsable de tout ce qui est digital chez Siemens. Et je vais vous parler aujourd'hui des objets connectés et, bonjour, et de l'interaction de ces objets connectés avec l'environnement et dans un contexte particulier qui est le contexte de l'éclairage. Alors pourquoi l'éclairage? Parce que on peut se poser la question, globalement, la lumière, on en trouve là où il y a de l'activité humaine. Et on s'est dit chez Siemens que ça pouvait être intéressant de collecter de la donnée à partir d'un point lumineux où il y a de l'activité humaine. Voilà, donc ça c'était un petit peu le concept à la base. Et à partir de là, on a commencé à décliner nos solutions et les usages qu'on va délivrer. Alors avant de commencer et de parler de solutions, je voulais juste faire un zoom arrière et présenter en gros les tendances qu'on a dans le monde tertiaire pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous anime, voir un petit peu qu'au niveau des bâtiments dans le tertiaire, puisqu'on va parler essentiellement de tertiaire, suite au Covid, on voit que les bureaux sont de plus en plus flexibles et de plus en plus difficilement occupés. Donc il y a beaucoup de gens qui télétravaillent et donc d'avoir une conscience et une connaissance de l'occupation des locaux devient un enjeu. On voit effectivement que à Paris, du côté de la Défense, suite au Covid et au télétravail, il y a parfois pas mal d'étages qui sont inoccupés et qui restent allumés jour et nuit, où on laisse effectivement la ventilation continuer à fonctionner. Donc il y a des enjeux au niveau de la connaissance de l'occupation des lieux. On voit effectivement qu'un bâtiment, aujourd'hui, en termes d'exploitation, on sait que 80% des coûts d'un bâtiment dans sa durée de vie, si on considère qu'un bâtiment vit 30 ans, 80 des coûts sont dans cette phase d'exploitation et pas au niveau de la construction. Même si un bâtiment, quand on le construit, coûte cher, c'est au niveau de l'exploitation. Et globalement, d'un point de vue mondial, et l'impact au niveau de l'environnement d'un bâtiment, il faut savoir que l'énergie qui est consommée au niveau des bâtiments, ça représente 40% de l'énergie au niveau mondial. Et je dirais en France, et même plus que ça, que plus de 80% des bâtiments sont inefficaces. C'est-à-dire qu'on va encore retrouver des fluos au niveau de l'éclairage, qu'on va encore trouver des bâtiments qui ne sont pas pilotés, où on laisse la ventilation ou le chauffage tourner jour et nuit sans s'en rendre compte. Donc il y a des gisements au niveau d'économie. C'était un petit peu un constat que je voulais faire à ce niveau-là. Et donc, on peut se poser la question et qu'on se dit effectivement, c'était des textes, des pages en anglais à la base, il y a une possibilité effectivement, il y a un gisement de pouvoir jouer sur ces éléments, donc de rendre un petit peu ces bâtiments plus efficaces. Et un des moyens, c'est la digitalisation. Et donc, on voit effectivement qu'un des moyens d'y arriver, et le feedback qu'on a des gens, c'est de se dire qu'au niveau de la digitalisation, c'est un enjeu. Alors, pour voir ça, effectivement, on peut se demander, est-ce que les bâtiments aujourd'hui sont prêts pour passer au digital? Et voir un petit peu, quand on regarde un petit peu tous les chantiers qu'on peut retrouver dans les bâtiments, c'est-à-dire se dire... comment est-ce qu'on aménage un bâtiment? Comment est-ce qu'on le sécurise pour permettre aux accès? Comment est-ce qu'on assure un confort au niveau des personnes? Il y a différents enjeux et on voit qu'il y a des difficultés qui dépendent en fait de la mise en œuvre qui est difficile en fonction des enjeux et l'importance de ces éléments. Et donc globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un bâtiment... Ce qui est important pour un exploitant, c'est comment est-ce que mon bâtiment peut s'adapter au futur. On a bien vu que dans cette période Covid, et je reviens là-dessus parce que ça a été un gros changement, beaucoup de bâtiments ont changé les usages du jour au lendemain et n'ont pas été capables de pouvoir s'adapter à ça. Chez Siemens, notre siège, alors qu'on est nous-mêmes dans la technologie, notre siège est resté allumé pendant toute la durée du Covid. On n'avait pas la possibilité de pouvoir, parce que c'est un bâtiment qu'on loue, on n'avait pas la possibilité de pouvoir actionner l'éclairage à distance. Il fallait avoir des gens sur site et pendant cette période-là, on ne l'a pas fait. Et donc, on a consommé. Je discutais avec un exploitant d'une usine d'aéronautique à Toulouse, très connu, qui me disait qu'en période Covid, il a consommé plus d'énergie qu'en période d'exploitation parce qu'ils ont laissé allumer, ils ont chauffé alors que normalement, ils éteignent parce qu'il y avait des gens, il n'y avait pas de présence et donc ils ont consommé plus dans cette période-là. Et donc, ça devient effectivement un enjeu et de se dire, est-ce que nos bâtiments sont prêts? Alors, l'histoire, c'est de se dire, effectivement, on a différents types de bâtiments et on évolue. Donc, on est passé du bâtiment traditionnel où on ne contrôle rien. C'était un bâtiment plus ou moins passif. C'était du réactif. Tout était sur site. On ne contrôlait rien.
vers ce qu'on appelle le building autonome, qui arrivera dans quelques années, qui va pouvoir nous prévenir quand il y a quelque chose d'anormal, qui va pouvoir faire de l'intégration, de pouvoir prendre des décisions sur base d'algorithmes d'intelligence artificielle, et surtout, on l'espère, qui sera neutre d'un point de vue empreinte carbone au niveau de bâtiments. Donc on est dans cette phase-là. Aujourd'hui, si vous voulez, on se trie. Donc la majorité des bâtiments sont là, plus ou moins, hein, là. On parle de ça aujourd'hui, et ça, c'est ce qu'on verra dans les prochains mois, prochaines années. Et donc, effectivement, pour faire ça, il y a la question, c'est de se dire, pour pouvoir piloter quelque chose, il faut comprendre, faut capter de la donnée. Hein. Donc, l'enjeu, c'est la donnée aujourd'hui, hein, comme dans les Google et les Microsoft, qui capitalisent sur la donnée. Dans le bâtiment, aujourd'hui, la donnée devient un enjeu principal. Et quand on regarde un petit peu les étabytes de données qui sont attendus dans les prochaines années, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va devoir travailler pour pouvoir extraire de ces nuages de données les données qui sont pertinentes pour pouvoir piloter un bâtiment et pour pouvoir le rendre plus efficace. Alors, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que dans un bâtiment, excusez-moi, une donnée, il faut savoir que dans un bâtiment, un immeuble typique, c'est 200 gigabytes de données statiques. Et donc ça fait en gros, aujourd'hui, hein, donc je parle aujourd'hui, on a plus ou moins, dans les bâtiments qu'on a aujourd'hui en France, plus ou moins 500 mégas de données par bâtiment. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est rien par rapport à ce qui arrive. Alors aujourd'hui, quand on voit dans un bâtiment type, il y a plus ou moins 60 capteurs de données, hein, donc on a une sonde de température, on a une sonde de CO2, etc. Ça, c'est un capteur qui va remonter une donnée et qui va typiquement pouvoir permettre de gérer la donnée. Demain, je ne sais pas si chez vous, vous avez des objets connectés, si vous avez des capteurs de température, des Google Nest et autres. Voilà, déjà chez moi, à la maison, j'ai déjà plus que 60 capteurs de données. J'ai tout ce qui est intrusion, tout ce qui est capteur de température, CO2, détecteur incendie, ce sont des données que j'utilise pour pouvoir piloter juste ma maison. Donc dans les bâtiments, le nombre de capteurs est amené à décupler dans les prochains mois. Et donc c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui, montrer un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces capteurs. Hop, excusez-moi. Voilà. Alors, avant de montrer ce qu'on va pouvoir faire avant, j'aimerais bien expliquer qu'est-ce qu'on fait avec la donnée. Alors, ce qui sort d'un capteur, hein, je reviens un petit peu plus à la base, c'est de la donnée. Donc, c'est des 1 et des 0. Avec ça, on ne fait pas grand-chose. Okay, parce qu'on a une donnée brute, on ne fait pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir enrichir cette donnée, la contextualiser, et dire, cette donnée, ce 1 et ce 0 que j'ai capté, c'est quoi ? C'est qui, c'est quand et c'est où. Alors, globalement, c'est de se dire, voilà, j'ai une donnée de température mardi dans tel bâtiment à tel étage. Ça devient déjà un peu plus concret. Avec une donnée de température, qu'est-ce que je fais ? Je ne fais pas grand-chose non plus. Je sais que c'est de la température, mais je ne sais pas faire grand-chose. Donc, il faut que j'enrichisse encore plus et se dire, comment cette donnée agit sur mon environnement. Si j'ai une donnée de moins 10 degrés dans un frigo, ça vous paraît normal ? Oui. Moins 10 degrés dans un plateau de bureau, c'est pas normal. Moins 10 degrés dans un frigo pour stocker un vaccin Covid, c'est normal. Il faut moins 60 degrés. Donc de nouveau, il faut contextualiser, de se dire pourquoi et comment. Et si j'ai du moins 10 degrés à la place de moins 60, pourquoi ? Comment est-ce que je suis arrivé là ? Et qu'est-ce que je fais pour pouvoir remédier à une situation ? C'est-à-dire de dire, comprendre pourquoi cette température a chuté, et comment est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour la remettre au bon niveau ? Quand on a fait ce travail-là, et c'est un gros travail, on arrive à comprendre ce qui se passe dans un bâtiment. Et on arrive vraiment à pouvoir agir sur le bâtiment. Et donc c'est tout ce cheminement de la donnée brute qui sort du capteur vers quelque chose de compréhensible et d'exploitable par une personne ou par un algorithme, qui est vraiment l'enjeu aujourd'hui dans le bâtiment. C'est là-dessus que tout le monde travaille aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, on essaie de rendre le truc compréhensible. Voilà. Et donc au plus on monte, effectivement, au plus on est pertinent. Alors une fois qu'on a la donnée, donc voilà, on est là, on est passé d'ici, on a pris la donnée, on a connecté les capteurs, on a commencé à reprendre la donnée, on l'a contextualisée,
et puis on peut prendre des décisions et des actions. Ok. Moi, j'ai eu par exemple des clients qui me disaient, bah voilà, cas d'usage, je suis un immeuble de bureau et j'ai des personnes qui veulent aller au réfectoire. Mais généralement, quand on arrive au réfectoire, bah, on commande nos plateaux. Il y a une queue, je ne sais pas quand je dois y aller. Généralement, on passe pas mal de temps dans la queue à attendre. Et ben, on est parti sur le même principe. On a mis des capteurs le long de la file, de la queue, et en fonction des données qu'on a, on a pu estimer une longueur de la queue et prendre une décision, une action, ça veut dire envoyer une jauge sur un site web pour dire c'est vide ou il y a du monde. Et ça permet de donner une information rapide. Donc voilà, on part de la donnée, un capteur de présence sur une file dans un réfectoire, et on arrive à quelque chose d'exploitable, quelqu'un qui va se connecter pour pouvoir voir s'il a du temps d'attente ou pas. Et donc tous ces éléments-là, bah, ça permet d'avoir un bâtiment smart. Ça veut dire un bâtiment qui permet effectivement de réserver des salles de réunion. Un gros enjeu dans un bâtiment, réserver une salle de réunion, c'est de se dire, bah voilà, j'ai réservé dans Outlook ma salle de réunion, et puis j'ai un empêchement, je ne vais pas à la réunion. Mais la salle, elle est réservée et personne ne peut l'utiliser. Donc est-ce qu'il peut être intéressant à un moment de se dire, on met un capteur d'occupation. Donc on a réservé, mais est-ce qu'elle est réellement occupée? Et avec le capteur, on voit s'il y a quelqu'un dans la salle ou pas. S'il n'y a personne dans la salle après un quart d'heure, on peut la rendre libre. Ce capteur d'occupation peut également nous dire, bah, si on a des capteurs d'occupation dans un espace, s'il n'y a personne dans l'espace, inutile de laisser allumer, inutile de chauffer. Donc on prend une décision. On a vu qu'il n'y avait personne dans un espace après 1 heure, eh bien, on coupe la lumière, on coupe la ventilation. Ça permet de piloter. Même chose, effectivement, de pouvoir gérer, trouver des personnes. Donc voilà, les géolocalisations de personnes dans des bâtiments, c'est sur base de données. Et donc, effectivement, il y a des leviers sur lesquels on va pouvoir jouer avec ces données et la manière de les activer. Et je vais en prendre deux. Essentiellement, aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'excellence opérationnelle, je vais parler de l'efficacité énergétique au niveau de cas d'usage, au niveau de l'éclairage, et l'optimisation des espaces, toujours liés à les fonctions d'économie énergétique. Alors, juste un petit peu le contexte. Alors, je ne sais pas si vous êtes sans doute familiarisé, tout ce qui est contexte réglementaire avec le décret tertiaire, où le gouvernement, je dirais, a mis en place un décret qui oblige les bâtiments tertiaires à des économies, des objectifs de réduction à partir de 2030, donc 40, 50 et 60% jusqu'en 2050. Donc ça, c'est contexte réglementaire, on est obligé de faire ça. Enfin, on est obligé, les bâtiments tertiaires sont obligés de travailler. Et il y a un décret BEX qui permet justement de piloter les bâtiments, de faire ce qu'on vient de voir. Et au niveau de l'éclairage, quand on regarde un petit peu les enjeux qu'on a, ben, on voit que 80% des installations d'éclairage sont aujourd'hui obsolètes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, 80% des bâtiments utilisent encore des fluos. Donc c'est interdit, hein, donc ça va être interdit d'avoir ces composants encore dans des bâtiments, puisqu'effectivement c'est énergivore. Et donc de passer à la LED est un enjeu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises pour atteindre ces objectifs de réduction de 40% en 2030, se disent aujourd'hui un levier est de jouer sur l'éclairage et de remplacer mes tubes fluo par de la LED. C'est un des enjeux. Autre chose, on ne pilote pas, on ne comprend pas l'utilisation des locaux. Et 70% de la consommation en intérieur se fait de jour. Aujourd'hui, on travaille énormément, notamment avec une chaîne de magasins qui s'appelle Lidl. On peut communiquer sur eux aujourd'hui. Ils vont piloter l'éclairage des magasins, de tous les magasins, en fonction de la présence des gens, de voir s'il y a quelqu'un dans le rayon ou pas. S'il n'y a personne dans le rayon, inutile de laisser allumer, on peut réduire la lumière. Et s'il y a un apport d'énergie, de lumière extérieure dans le bâtiment, parce qu'il y a une grande baie vitrée, inutile d'allumer également. Et donc on va piloter l'éclairage en fonction de la présence des gens, en fonction de la luminosité extérieure, pour pouvoir réaliser cette économie. Et effectivement, eux, ils vont remettre l'impact de cette économie sur le prix des produits. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette période d'inflation, ils vont dire on ne va pas augmenter les produits parce qu'on économise au niveau de l'éclairage. C'est un petit peu leur campagne. Voilà. Et alors, l'éclairage sur base de LED permet de faire des économies. Et quand on pilote, comme je l'ai dit, sur base de l'occupation du passage des gens, eh bien, on peut effectivement avoir des économies supplémentaires. Alors,
le type de solution, quand on parle d'objets connectés, c'est quoi typiquement? C'est ça. C'est un tout petit capteur qui est comme ça. Ça tient dans une main. Okay. Il y a autant de puissance qu'un iPhone 5. Donc il y a un microprocesseur, il y a de la mémoire, il y a de la communication sans fil dans ce petit capteur qui est comme ça et qui permet justement de collecter de la donnée et de pouvoir la transférer vers un système de calcul pour pouvoir remonter des informations. Donc on a effectivement plusieurs protocoles. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, les capteurs, idéalement, nous, l'optique qu'on a pris chez Siemens, c'est de mettre les capteurs au niveau de l'éclairage, puisqu'on dit que quand il y a de l'éclairage, il y a généralement de l'activité humaine. Okay. Alors, le scénario et le cas d'usage, c'est ça, c'est de se dire effectivement, il y a une personne qui passe, elle est détectée par le capteur, donc on a une action qui est faite au niveau de l'éclairage, donc on va réduire l'éclairage ou le contrôler. On peut consommer et voir effectivement qu'on a un impact sur la consommation et de pouvoir renvoyer les données au niveau du site gouvernemental pour pouvoir montrer qu'on est bien en ligne avec ces consommations, ces réductions de 40% en 2030. Et donc c'est toute une chaîne qui est faite de se dire aujourd'hui, voilà, comment est-ce qu'on peut faire ça. Voilà typiquement le type, voilà, c'est juste un petit peu pour montrer le type de rapport qu'on a généralement sur ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel est l'impact de la réduction sur ma facture globale d'énergie. Je veux dire, le poste lumineux coûte, j'économise autant. De pouvoir faire du benchmarking entre différents sites, me dire, voilà, j'ai tel site qui est équipé de ces technologies et qui permet effectivement de pouvoir voir quels sont les sites qui sont les plus énergivores, ceux qui sont les moins énergivores et ceux qui sont les plus efficaces. L'autre levier, c'est la connaissance et l'optimisation des espaces, toujours avec le même capteur, toujours avec la même collection de données. C'est d'avoir ce type d'information, par exemple, ces cartes thermiques. Ça, c'est un supermarché. Et donc, sur le capteur d'éclairage, on a une vue du passage des personnes. Donc, ce n'est pas une thermique dans le sens chaleur, c'est vraiment l'occupation des locaux, le nombre de passages. Et on se voit ici, c'est un supermarché. Donc ça, ce sont les rayons sur lesquels il y a eu du monde qui est passé. Et eux peuvent utiliser ça, comme je l'ai dit, pour piloter l'éclairage, mais également pour positionner les produits, pour se dire, là, il y a du monde, je vais mettre Coca-Cola, et là, je mettrai... voilà, ils peuvent louer les espaces en fonction du passage des gens. Voilà, c'est pour dire jusqu'où on peut aller dans cette connaissance des espaces. Voilà, de voir les salles de réunion qui sont les plus occupées, celles qui sont les moins occupées, les hôpitaux pour dire, voilà, j'ai des salles qui sont, sont des exemples avec ce type de données, ce qu'on peut faire. Je terminerai la présentation par vous montrer un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on peut faire comme économie, parce que c'est un petit peu ça l'enjeu aujourd'hui. Voilà, avec des clients types, vous montrez que sur le post-éclairage, on varie entre 50 et 90% d'économie en pilotant l'éclairage, donc en ayant effectivement une intelligence pour piloter l'éclairage. Voilà, juste pour vous montrer, Geodis, dans les entrepôts, les gros entrepôts de stockage, comme ce sont des bâtiments, l'usage est 24 heures sur 24, contrairement à un bureau. Donc dans les bureaux, on est plus un usage du matin, 7h, 7h30 jusqu'à 19h le soir. Donc on a une plage horaire plus ou moins faible sur laquelle on peut agir, alors que dans un entrepôt, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La plage horaire est plus importante, donc c'est pour ça qu'on a des rendements, des économies plus importantes. Et je vous montre effectivement deux exemples de réalisation de clients, donc de Richebourg, la tour du côté de Créteil, qui a réalisé en une fois sur les 2 premiers étages qu'ils ont utilisé les 40% d'énergie juste en jouant sur l'éclairage, juste en jouant sur ce poste-là. Et Geodis, comme je le disais, qui eux, ont déployé les solutions sur plus ou moins 40 sites au niveau logistique et qu'ils en sont à 1,5 million d'économies sur ce type de solution. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci. Bonne journée.